Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Dans ce monde-là, veut se ranger derrière une gouvernance qui est une gouvernance un peu spéciale. Et je parle de la gouvernance de l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour Michel Rivasi. Bonjour. Bonjour, vous êtes député européenne Europe Écologie Les Verts et vous avez écrit ceci. Vous avez tweeté ceci, Michel Rivasi, et on est toujours heureux de vous accueillir. L'OMS mondialise le certificat numérique européen. Sur quelle base légale la Commission européenne s'est appuyée quand la commissaire Kyriakides a lancé le réseau mondial de certificats avec l'OMS? Alors, on en a déjà parlé, mais est-ce que ce projet avance? Est-ce que vraiment l'OMS est prête, si vous voulez, à en fait régenter la santé du monde de cette manière? Alors, c'est une initiative, en fait, de la Commission européenne, au départ. Oui. Vous savez qu'on a eu ce certificat numérique sur le Covid. Oui. Il prend fin au mois de juillet en Europe, parce qu'en fait, c'est un outil informatique qui permettait de savoir si vous étiez vacciné, si vous aviez fait un test, etc. Et là, en fait, la Commission l'a donné à l'OMS pour lui dire que c'est un certificat hyper efficace et que si l'OMS le veut, elle pourra s'en servir pour, en cas de nouvelle pandémie, eh bien, de savoir si les gens sont vaccinés ou pas, s'ils ont un test positif ou pas, etc. D'accord. Et là, il y a des pays comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Autriche, comme la Bulgarie qui ont dit, mais, et comme des députés européens, qui ont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? D'abord, on n'en a pas parlé au Parlement européen. C'est une initiative de la Commission européenne qui est allée voir l'OMS en lui disant, écoutez, cet outil, on vous le donne et même on vous finance une partie. Ah oui, on vous le recommande et on le finance, c'est ça? Oui, on va financer le début du fonctionnement de cet outil pour que l'OMS s'en serve. Mais on a posé la question, sur quelle base légale? Et ils nous ont donné une base légale où ils excluent le Parlement européen, et puis même une base légale qui était sur les transports. Alors, les États membres ont dit, mais ça n'a rien à voir là-dessus. Et moi, j'ai posé aussi une autre question qu'a posée d'ailleurs l'Autriche, c'est est-ce que c'est spécifiquement sur un nouveau virus, il y a une pandémie demain, ou est-ce que ça peut concerner des vaccins comme la polio, comme la fièvre jaune, comme le palu, etc. Et en fait, on ne sait rien là-dessus. Ah, ils n'ont pas répondu pour le moment, rien. Tout est possible. Tout est possible. Et moi, je pose une question en disant, cet outil informatique qu'on a utilisé en Europe, qui était en 2021 critiqué par l'OMS elle-même, en disant que ça allait être discriminatoire d'avoir cet outil, maintenant, elle l'accepte. La Commission européenne va en financer un début de fonctionnement parce que c'est vraiment un outil informatique. Et elle m'a dit même hier, donc c'est tout récent, qu'en fait les États membres allaient faire ce qu'ils voulaient. Ceux qui ne voulaient pas l'utiliser, ils n'allaient pas l'utiliser. Et ceux qui veulent l'utiliser continueront à l'utiliser. Donc, moi je trouve que c'est très dangereux parce que, je ne sais toujours pas sur quelle base légale, et puis surtout, ça peut être un outil de traçage, ça peut être un outil de surveillance. Bien sûr. De quel droit l'OMS, l'Europe va lui donner cet outil pour surveiller la population mondiale? Donc, et puis alors, on parle beaucoup de migration. Vous voyez, ça sera un outil incroyable aussi vis-à-vis des migrants, en leur disant vous êtes vaccinés, vous n'avez pas été vaccinés. Et puis, on utilisera, on a utilisé le Covid à une époque, et puis maintenant, on peut utiliser la fièvre jaune, le palu, etc. La polio, donc, etc. Moi, tous ces outils informatiques où on n'a pas d'éléments, si vous voulez, de surveillance pour garantir les droits humains, moi, franchement, je trouve qu'on donne beaucoup de pouvoir à l'OMS et que les États membres n'ont pas assez réagi. Parce que hier, j'ai appris également qu'il y a eu une résolution qui a été signée par les États membres. Donc, malgré leurs critiques, ils ont quand même signé. Ils ont signé pour approuver cela.
Donc pour approuver cela, le Parlement européen a été mis à l'écart comme d'habitude. Hallucinant. C'est-à-dire, tout se passe en dehors du Parlement européen. C'est la Commission européenne qui envoie ça, qui dit allez-y, l'OMS, allez-y. Mais Michel Rivasi, merci. On continuera à suivre avec vous. Mais franchement, ça devient hallucinant. Tous ces plans qui se font dans le dos des parlements et dans le dos des peuples, c'est quand même assez préoccupant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. On vous en a parlé ici à Sud Radio, hier, depuis hier, effectivement, et puis toute la nuit, voilà, ça a encore flambé. Ça a flambé. Partout, la mairie du Val-Fouré, effectivement, à Mantes-la-Jolie, un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le refus d'obtempérer, voilà. Un jeune homme, 17 ans, pas de permis, bon, multirécidiviste, mais c'est pas le problème principal. Le problème principal, il était au volant du Mercedes loué. Les policiers lui ont été arrêtés. Encore une fois, refus d'obtempérer. Et alors là, deux versions, effectivement. Première version, la version, effectivement, de la police. L'agent auteur du tir mortel, parce qu'il a tiré sur un AL, a agi en légitime défense. L'adolescent au volant lui fonçait dessus après un refus d'obtempérer. Mais les avocats de la famille de Naël affirment que le véhicule était à l'arrêt lors du tir, vidéo à l'appui. Et effectivement, la vidéo à l'appui montre que quand même, il y a eu pour le moins bavure. Et quand je dis bavure, quand ça entraîne mort d'homme, eh bien, c'est plus qu'une bavure. Et alors, pour cela, qu'est-ce qui se passe? Donc, fallait-il effectivement faire autrement? Écoutez, on n'est pas à la place, nous on est assis, effectivement, sur notre chaise, devant notre micro, et vous êtes en voiture ou ailleurs. On n'était pas là-bas, donc on ne va pas juger, et c'est à la justice de juger, et s'il y a eu effectivement meurtre, et s'il y a eu effectivement homicide, eh ben, faut être condamné, la condamnation doit être exemplaire. Maintenant aussi, est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'il y a meurtre, les cités doivent flamber? Est-ce que c'est ça le problème? Qu'est-ce que c'est que le refus d'obtempérer? Depuis 2017, la loi est très claire. Les policiers peuvent faire usage de leurs armes si le conducteur menace physiquement un agent ou si un tiers est susceptible d'être blessé. Alors, on ne sait pas si les conditions étaient remplies ou pas. Apparemment, ce ne sont pas les conditions remplies. Et on sait que le délit refus d'obtempérer est passible de 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 15 000 € d'amende. On sait aussi qu'il y a chaque jour des refus d'obtempérer et que, heureusement, ça ne se traduit pas par, effectivement, une mort d'homme. Donc, voilà, on en est là, mais ça signifie quand même quelque chose de beaucoup plus préoccupant et grave. C'est-à-dire qu'au fond, il y a aujourd'hui pas 2 France, pas 3 France, mais plusieurs France. Il y a, vous savez, on en a parlé, les sociologues, les démographes, les géographes, la France périphérique, mais aussi la France archipélisée, la France morcelée, la France la partition. C'était François Hollande qui parlait de la partition. C'était Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, qui disait « on ne se retrouve plus côte à côte, mais face à face ». Et je pense à tous les turiféraires, à tous les théoriciens du vivre ensemble. C'est vivre ensemble ou c'est mourir ensemble? On peut vraiment se poser aujourd'hui la question. Parce que la question qui est posée est peut-être la plus grave. C'est que justement, les camps s'affrontent, et les camps s'affrontent avec une malhonnêteté intellectuelle exemplaire. Et c'est ça peut-être pour moi le plus grave. Pourquoi? Parce qu'on choisit son camp, c'est-à-dire que quand la victime est de mon camp, donc j'y vais, et quand la victime n'est pas de mon camp, ou je ne sais pas très bien dans quel camp il se situe, et bien à ce moment-là, je fais silence. Vous voulez un exemple extrêmement simple? Aujourd'hui, tout le monde parle de la vidéo. Voilà, on a vu la vidéo, regardez la vidéo. Heureusement que la vidéo a été montrée et heureusement que la vidéo a circulé sur tous les réseaux sociaux. On voit très bien que le policier n'était pas en légitime défense, ou en tout cas n'était pas susceptible d'être écrasé, et qu'il a tué intentionnellement. Voilà ce que disent les partisans. Mais dites-moi, ce sont les mêmes
qui, quand il y a eu la vidéo, et vous vous rappelez, à Bordeaux, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, de cette grand-mère avec sa petite fille, grand-mère de 73 ans, petite fille de 7 ans dans la rue, un type s'amène, les tabasse, les bat, la grand-mère est par terre, la petite fille aussi, il essaye d'entraîner la petite fille par les cheveux, il n'y arrive pas, et une voiture l'attendait, il est parti, lui. Et alors là, c'était récupération. Attention, attention, faut pas laisser circuler la vidéo. Là, ça ne va pas. Voilà, il y a les bonnes vidéos et les mauvaises vidéos. Il y a les vidéos qui pensent bien et les vidéos qui pensent mal. Et Annecy, vous vous rappelez d'Annecy, le type qui circulait comme ça, qui a pratiquement assassiné des bébés, en tout cas, qui les a poignardés, un senior. Là aussi, voilà, la vidéo, ah non, la vidéo, non, ça ne va pas s'exprimer. Donc, il s'agit effectivement, quand c'est Lola, on a vu, attention, récupération. Vous vous rappelez la petite Lola assassinée, torturée dans des circonstances, on en parlera peut-être bientôt avec Carl Zero notamment. Alors là, oui, non, récupération. C'est-à-dire que, encore une fois, le problème le plus grave, et le problème le plus grave pour le pays et pour la nation, c'est qu'il n'y a plus de vision, je ne dis même pas froide, il n'y a pas à être froid là-dessus, mais il y a à être un peu légèrement équilibré. Est-ce que c'est normal que chaque clan ne pense plus qu'à son clan, qu'à sa communauté, qu'à son milieu, et que le reste n'existe pas? Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est normal, effectivement, que alors les députés, la France Insoumise hier, ils sont allés effectivement voir les émeutiers qui étaient en garde à vue, voilà, le droit de contrôle des lieux de privation de liberté. Alors, il y a quelques députés qui sont allés. Très bien. Mais pourquoi vous n'y allez jamais, chers députés, quand c'est d'autres qui sont effectivement en garde à vue? Pourquoi vous n'y allez jamais quand c'est peut-être pas les racisés seulement, mais d'autres qui ont des problèmes parce que eux-mêmes ont massacré, ont tabassé, ont tué. Pourquoi, effectivement, attention, il y a les bons morts et les mauvais morts, les bonnes victimes et les mauvaises victimes, et pour moi, c'est ça le plus grave. C'est-à-dire que avant même de voir ce qui se passe, allez, eh bien, les cités s'embrasent, on y va, des gens qui n'ont rien demandé, les voitures brûlent, une mairie brûle, etc., etc. Et vous voyez, hier, c'était vraiment les tirs de mortier. Toute la nuit, pratiquement, à peu près je ne dirais pas dans toute la France, mais oui, écoutez, c'était ça. Encore une fois, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nanterre, Gennevilliers, Mantes-la-Jolie, Colombes, Suresnes, et autres, et plus, si affinité. Alors dites-moi, est-ce que ça veut dire que s'il y a tel ou tel, parce que c'est ça, est-ce que telle ou telle victime? Alors les uns répondent avec effectivement des bougies, des roses et vous n'aurez pas ma haine, et les autres répondent avec des mortiers. Voilà. Ce sont les deux France, je ne sais pas, les trois France, je ne sais pas. En tout cas, la France divisée, la France absolument, je dirais, montée l'une contre l'autre. Et pendant ce temps-là, voilà, on va parler des choses qu'on fait, très bien, mais c'est très bien d'aller à Marseille et ailleurs et de faire des plans. Mais en attendant, on va avoir les condamnations. Je condamne ce fait, je condamne ceci, je condamne cela, et ça ne se reproduira plus, je vous promets. Vous voyez de qui je veux parler à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un vrai problème, et il y a un problème d'abord de se dire, est-ce qu'un jour il y aura de l'ordre où l'impunité va continuer à régner en maîtresse ou pas? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui s'appelle la sanction? Ou vivrons-nous encore, comme toujours, à tout niveau, dans une société à irresponsabilité illimitée? C'est ça? Alors, si c'est ça, on voit très très bien où ça va. Ça va continuer comme ça, dans une espèce d'implosion. Et puis, un jour, peut-être, l'économie aidant, hélas, eh bien, ça va tourner en affrontement encore beaucoup plus important que celui que nous avons. En attendant, quand même, il est absolument scandaleux qu'on en arrive à un point
Et on l'a vu hier, on a vu les images un peu partout. Les policiers fuient. Les policiers, ce n'est pas vrai qu'il n'y a plus de zone de non-droit en France, comme on nous l'affirme. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a plus de zone où l'ordre règne. Ce n'est pas vrai. On l'a vu encore hier, et pour santé mortier, heureusement, il n'y avait pas de fusil, il n'y a pas de coup de feu, etc. Mais les policiers sont obligés de refluer. On les a vus à plusieurs reprises, un peu partout, à Nanterre ou ailleurs. Alors, il s'agit de faire quoi? On le nez sous bois, etc. De quoi s'agit-il? Et il faut revenir à ce qu'il y ait à chaque fois, comme en 2005, vous vous rappelez, à Clichy-sous-Bois, il y a des boumins qui fuyaient la police, entrés dans une centrale électrique, sont fait électrocuter. Alors, à chaque fois, ça va être ça va être demain, après-demain, on va recommencer. Les cités vont, les dealers de drogue vont continuer, les consommateurs, évidemment, on va les appeler à payer la carte bleue. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle une France en déshérence. C'est pas la France moisie, c'est pas la France pourrie, c'est la France qui n'arrive plus à mettre de l'ordre chez elle ou à mettre du désordre chez elle. Encore une fois, un policier qui a commis un crime doit être sanctionné exemplairement, mais aussi que les personnes, j'allais dire racailles, j'allais dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas le problème, qui tabassent, qui violent, qui tuent, qui essayent de... Eh bien, cela, c'est pas seulement l'hôpital psychiatrique qui va répondre à la question. Sinon, vous allez faire de la moitié de la France à l'hôpital psychiatrique. C'est la solution? Non. Alors, il faut arrêter. Vous savez quoi? C'était Einstein qui disait, le pire, ce n'est pas ceux qui font les mal. Le pire, c'est ceux qui laissent faire. Alors, on va savoir combien de temps encore on va laisser faire sans sanctionner, sans dire au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un drapeau tricolore s'affronte, et oui, à un drapeau arc-en-ciel, celui des LGBT? Eh bien, Johan Poher, vous êtes influenceur politique. On a vu, tout le monde a vu sur les réseaux sociaux, tous ceux qui regardent les réseaux sociaux, c'était à Lyon, hein, c'était la Gay Pride à Lyon. Eh bien, il y avait un drapeau français sur un balcon, eh bien, au cours Lafayette, et une militante LGBT est allée le décrocher aux applaudissements absolument frénétiques de quelques personnes qui étaient là. Elle est applaudie, etc. Mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on dit, je dois dire, parce qu'il faut être tout à fait objectif là, enfin, certains ont dit que c'est un habitant qui voyait passer la Gay Pride, se serait mis à les insulter, à faire des doigts d'honneur avant d'accrocher le fameux drapeau tricolore, et les manifestants auraient pris ça pour une manifestation d'extrême droite. Mais je trouve que quand même en ce moment, et c'est pas nouveau depuis quelques années, si on accroche un drapeau français à son balcon, on est automatiquement d'extrême droite, ce qui est quand même assez préoccupant. Alors, bonjour Berkoff, je vais vous répondre en 3 points. Allez-y. Alors déjà, je suis scandalisé d'arracher le drapeau de la France. Moi, ce que j'aimerais dire à ce jeune homme, enfin pas qu'à lui d'ailleurs, à toute la communauté LGBT, c'est que déjà pour être respecté, il faut déjà commencer par être respectable. Déjà, c'était le premier point. Deuxièmement, je trouve ça extrêmement culotté d'arracher le drapeau du pays dans lequel ils risquent le moins de se faire lapider pour leur orientation sexuelle. Parce que, excusez-moi, mais en 2023, il y a quand même certains pays où des homosexuels sont exécutés parce qu'ils sont homosexuels. Je ne pense pas que la France soit un pays de tyrans, et je ne pense pas qu'en France, on balance des homosexuels par-dessus les ponts. Déjà, c'était le deuxième point. La tête la première. Oui. La tête la première. Et le troisième point, alors là, c'est une analyse, et je suis pas le seul à le faire, et vous venez de le dire, c'est que le drapeau français est très mal vu en 2023. Nous sommes l'un des seuls pays au monde où on a peur et honte d'arborer le drapeau de la France. Pourquoi ? Parce que, vous venez de le dire, le drapeau français est catégorisé comme quelque chose de facho aujourd'hui, de raciste. On a peur de l'arborer par rapport à ça. Et par qui surtout? Mais par les minorités. Les minorités LGBT, les minorités musulmanes qui mettent une pression justement auprès de la majorité, où justement les Français maintenant ont peur de se faire agresser ou de se faire réprimander parce qu'ils sont fiers d'être Français. Donc moi j'invite justement tout le monde à être fier de porter le drapeau de la France, et je vois déjà alors les woke venir sur les réseaux sociaux en me parlant du mariage pour tous qui a été justement voté en France. Ce n'est pas le drapeau LGBT qui a voté la loi, la loi du mariage pour tous. Ouais.
c'est justement... Alors, le mariage pour tous a été voté... Vous êtes pour le mariage pour tous? Oui, en soi, pour moi, ça ne représente pas une menace. Voilà. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mariage pour tous, cette loi a été votée par des députés qui exercent leurs fonctions sous quel drapeau? Le drapeau de la France. À l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'il y ait le drapeau LGBT. Donc si les homosexuels peuvent se marier aujourd'hui, c'est grâce aussi au drapeau de la France. Donc laissez le drapeau de la France accroché aux fenêtres et soyez fiers d'être français. Voilà. Et vous-même, d'ailleurs, vous le dites, vous l'avez dit, vous-même, vous êtes homosexuel, Johan Poher. Et pour vous, qu'est-ce qui fait que... justement, homosexualité, LGBT, tout ça aujourd'hui est mélangé, amalgamé, une espèce de gloubi-boulga où vraiment le bon Dieu ne retrouverait pas les siens? Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'extrême droite sont contre les droits des homosexuels, qui sont contre les homosexuels tout court. Et forcément, les homosexuels d'extrême gauche, quand ils voient un drapeau de la France lors d'une manifestation pour la Gay Pride, alors d'ailleurs, c'est même plus la Gay Pride, c'est la marche des fiertés. Donc c'est pour ça qu'ils l'arrachent, parce qu'ils associent directement ça à l'extrême droite. Mais en fait, l'extrême droite n'est pas du tout contre les homosexuels. La preuve, j'en suis la preuve. C'est juste qu'en fait, ils sont contre justement l'idéologie progressiste LGBT, et voilà. Alors, vous estimez d'extrême droite? Enfin, vous revendiquez l'extrême droite? Je ne suis pas d'extrême droite, je suis de droite. Après, on me catégorise comme quelqu'un d'extrême droite. Mais qu'est-ce que c'est d'extrême droite aujourd'hui? Je suis juste... vaste programme. Voilà, je suis juste patriote et je veux juste me sentir en sécurité dans mon propre pays. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'extrême? Je pense pas. Merci Johan Poher, en tout cas, merci pour beaucoup. ces précisions. Merci beaucoup, André. Et restez... Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et c'est l'heure du face-à-face entre André Berkov et Florence Bergeaud-Blaclair, anthropologue et auteur du livre « Le frérisme et ses réseaux, l'enquête », paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour, Florence Bergeaud-Blaclair. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes, je rappelle, chercheuse au CNRS, à l'École pratique des hautes études, vous êtes docteur en anthropologie, et vous avez écrit ce livre qui a fait effectivement beaucoup de bruit, beaucoup de retentissement, beaucoup de réactions, parce que dès que quelqu'un qui connaît son sujet s'aventure en terrain soi-disant dit glissant, or en fait, vous savez, en science et en partout en philosophie, il n'y a pas de terrain glissant. Il y a des terrains d'études où il n'y a pas de terrain d'études. Je crois que franchement, en 2023, on devrait savoir cela, et ça devrait être une vérité de la palisse, une banalité de base. Malheureusement, ça ne l'est pas. Alors, le frérisme et ses réseaux, vous avez enquêté sur les frères musulmans, l'organisation et comment sa stratégie vis-à-vis de l'Europe et d'ailleurs du monde, et ça a fait beaucoup de, je le disais, beaucoup de bruit, beaucoup de réactions, dont certaines assez violentes, puisque vous avez été obligé d'être protégé par la police. Je sais pas, vous l'êtes encore? Vous l'êtes encore. Alors, je voudrais, vous êtes déjà venu ici. Alors, Florence Bergeaud-Blaclair, vous avez vu qu'il y a quelques jours, le collectif des hijabeuses a fait appel au Conseil d'État pour le droit de porter le hijab, notamment dans les matchs de football féminin. Il dit mais pourquoi pas, ostracisme, etc., etc. Et donc, parce qu'il y a un règlement de la Fédération française de football qui l'interdit et qui les prive de tout match officiel. Hein, donc, il y a eu un rapporteur public. Le rapporteur public du Conseil d'État a rendu un avis ouvrant la porte à la compétition. Un avis donc positif à la levée de l'interdiction. Nous attendons, je crois que c'est dans 3 semaines, la décision du Conseil d'État. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, si le Conseil d'État dise oui, ben c'est très très bien, le hijab, qui est quand même une tenue très spécifique, eh bien oui, on a le droit tout à fait, on doit, et la Fédération française de football doit céder le hijab partout. En tout cas, en sport, oui. D'après mes informations, la décision pourrait être rendue demain. Ah, d'accord. Donc c'est assez rapide. À mon avis, c'est trop rapide parce que il faut bien comprendre que ces revendications de jeunes femmes musulmanes, en tout cas c'est comme ça, on le décrit comme ça. En réalité, c'est d'une séquence beaucoup plus longue qui a commencé, il y a bien des années, mais qui s'est manifestée à partir de 2020 au Conseil de l'Europe. Nous avons donc la FEMISO, qui est l'organisme jeunesse des frères musulmans en Europe, oui. Qui réunit ses adhérents
pour travailler. Voilà, ça a lieu donc en 2020 pour donc réunir un certain nombre, ses adhérents autour de plusieurs thèmes. Ils ont choisi 7 thèmes. La santé mentale, l'inclusion des femmes dans le sport, la décolonisation de l'éducation, la représentation politique des étudiants, le consumérisme vert, la plateforme des voix et histoires des femmes européennes et la représentation des médias musulmans. Donc vous voyez que chez les frères musulmans, on a de la suite dans les idées, on est très organisé, on pense comment mettre en action en fait ces idées et comment agir dans l'espace public. Donc on le voit, parmi ces points-là, il y a l'inclusion des femmes dans le sport. Ouais. Très peu de temps après cette réunion, je crois que c'est 2 mois après, Alliance citoyenne, donc un mouvement proche des frères musulmans, crée donc les hijabeuses. À côté de ça, voilà, 2020. Donc la séquence hijabeuse, elle commence pas maintenant avec ces soi-disant jeunes femmes musulmanes. Ce sont des militantes, aguerries, qui ont été formées grâce à nos impôts qui financent donc le Conseil de l'Europe, grâce à la légitimité. Parce que le Conseil de l'Europe, pardon Florence, soyons précis, Berger Black, le Conseil de l'Europe finance cette association Le Conseil de l'Europe finance directement ou indirectement, en tout cas légitime chaque fois qu'il le peut, les activités de la FEMISO et ce type d'activité. D'accord. Très vite, à cette époque-là, donc en 2020, très vite la France est immédiatement ciblée comme étant le pays qui pose le plus de problèmes pour les hijabeuses, puisque dans le règlement, l'article 1 de la charte de la FFF, donc on précise que le hijab est interdit. Donc il y a un certain nombre de décisions qui sont prises pour justement amener la France à revenir sur un certain nombre de ces décisions. Il y a aussi de la laïcité, j'imagine, pour la France. Oui, la loi sur la laïcité. Là, il faudrait demander à la FFF, mais je veux dire, ils sont très très clairs là-dessus, que pas de signes religieux. Donc c'est à ce moment-là que commence déjà la polémique, si vous voulez, la revendication de la FEMISO. Voilà, alors la polémique, justement, ne commence pas à ce moment-là, elle va commencer bien plus tard. D'abord, on prépare, ce sont des gens qui préparent, qui se forment, qui font du média training, qui choisissent les éléments les plus performants, qui passent le mieux à la télé, dans les radios, etc. Alors le média training, c'était par exemple aller se faire filmer devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, je crois, qui devait statuer sur un amendement visant à interdire ou non le hijab. Donc on se filme, on passe ça sur les réseaux sociaux avec des musiques sympas. Les médias jouent le jeu complètement. C'est très très photogénique, donc relais sans aucun recul critique, sans même aller chercher d'où ça vient, qui sont ces acteurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à aujourd'hui cette revendication donc auprès du Conseil d'État. Et puis peut-être il faudrait voir le pédigré du rapporteur qui me semble être quelqu'un qui est plutôt du côté plutôt je crois le rapporteur, c'est un autre nom. Non, lui c'est pas Thierry Turio, dirige cette section du Conseil d'État. Voilà, c'est ça. Donc il y a quand même une certaine complaisance à l'égard de ces mouvements qui sont perçus comme des mouvements de défense du multiculturalisme, de l'émancipation, etc. Alors que ce n'est absolument pas ça. C'est ce que j'essaie justement de montrer dans mon livre Le Frérisme, c'est qu'on a affaire à des mouvements très organisés qui n'ont que faire de ces revendications multiculturalistes. C'est pas du tout là-dedans qu'ils sont, mais ils les utilisent, ils utilisent les canaux ouverts par ces groupes-là. Alors, justement, Florence Berger-Blaclair, vous en avez déjà parlé ici et ailleurs, bien sûr. Le frérisme, on sait, né en 1928, les frères Hassan el-Banna, notamment... Et puis voilà, 1928, c'est-à-dire pratiquement un siècle maintenant, pas loin du siècle. Et est-ce que, alors aujourd'hui, parlons pas refaire toute l'histoire, mais aujourd'hui sa stratégie est quoi dans ces temps-là et depuis quelques années, en fait, dans ces temps des années 2020, compte tenu des bouleversements du monde, sa stratégie est quoi très exactement d'après votre enquête et ce que vous avez
examiné? Alors c'est un peu plus qu'une enquête, c'est une réflexion qui m'a pris plus de 20 ans. La première fois que j'ai rencontré les frères musulmans, c'était donc il y a 30 ans. Ils ont on pourrait dire un ADN salafi et un logiciel missionnaire. Le frérisme, et c'est ce que je décris dans ce livre, c'est un système d'action qui doit lever donc ce qu'ils appellent le mouvement islamique, qui doit accomplir la prophétie prophétique, qui est de la prophétie califale, qui est donc d'instaurer que le monde entier devienne un califat. Voilà, que le monde entier devienne une société islamique moderne, technologique, mais sous la loi de Dieu. Donc ce sont des théocrates. La loi de Dieu, c'est la charia. Et donc, ce sont des théocrates, beaucoup plus que des théologiens, dans la mesure où ce sont quand même des littéralistes. Alors, plus ou moins, on va dire, mais ce sont des littéralistes. Donc, leur idée, c'est chaque fois qu'une activité se fait au nom de l'islam, c'est d'y être présent et de l'orienter vers là où ils veulent l'amener. Et ils ne font que ça. Et c'est pour ça que leur approche, elle n'est pas nécessairement territoriale. C'est plus l'approche territoriale est plutôt celle des groupes piétistes qui vont dans les quartiers, qui vont répandre la bonne parole. L'approche des frères est sectorielle, c'est-à-dire qu'ils ont pensé cette transformation du monde par grands secteurs, les grands secteurs de gouvernance, la santé, l'éducation, l'université, bien sûr, la justice, la police, etc. Donc c'est comment de former, les Young Global Leaders de l'islamisme. Oui, alors ça c'était leur premier, on le voit, Youssef El-Kardaoui, qui est un de leurs grands mentors, explique effectivement qu'il va falloir former d'abord et avant tout une élite. Ça c'est la première chose. Ensuite il faudra s'occuper des masses, il faudra aussi donner un rôle aux femmes, très important. Les femmes ne sont pas des potiches chez les frères musulmans, au contraire elles ont un rôle très important et on les voit d'ailleurs agir au niveau de la Fémiso et des institutions européennes où elles sont systématiquement mises en avant. Sur la question des hijabeuses, c'est évident, ce sont les femmes qu'on met en avant parce que on présuppose on présuppose qu'elles sont de faibles femmes innocentes, alors qu'en réalité, les frères, d'une certaine manière, surtout les frères de la deuxième génération, ceux qui sont nés en Europe, leur laissent la place. Elles sont devant, même si eux, bien sûr, participent un peu plus derrière. Elles sont des militantes, quoi, quelque part. C'est un militantisme. C'est bien évidemment du militantisme, mais c'est un militantisme politico-religieux, c'est-à-dire qui est animé par une volonté politique évidente, mais aussi par une inspiration divine. C'est très important de souligner, ce qui à mon avis n'a pas été fait suffisamment quand on parle des frères, c'est la composante religieuse fanatique en réalité de ce Dieu qui doit nous aider en fait à accomplir notre projet pour notre propre salut individuel, mais aussi pour le salut collectif. Et donc dans ce livre, je fais toute l'histoire en fait depuis Hassan el-Banna, comment ça a évolué, parce qu'il y a eu quand même, comme vous l'avez dit, un siècle qui sépare la naissance de la confrérie et ce que c'est devenu aujourd'hui, qui est assez différent dans la forme, mais dans l'idée, le logiciel missionnaire, il est toujours là. Et cette façon, maintenant les frères ont appris comment fonctionne la société occidentale, la société européenne en particulier. Ils nous observent depuis très longtemps. C'est un mouvement très intelligent. Qui ne se précipite pas dans la violence, etc. Même si la violence peut lui servir, ce n'est pas son mode d'action préféré. Pour être tout à fait précis, c'est pas Daesh. C'est tout à fait autre chose. Daesh peut servir. Daesh s'est inspiré d'un certain nombre de penseurs de la confrérie, comme Saïd Krout, par exemple. Mais le frérisme dont je parle a plutôt une préférence pour les engagements pacifiques, pas pacifistes, parce que c'est plus simplement plus efficace. On fait beaucoup mieux en invitant les gens, en les séduisant, en les montrant la voie de l'islam qu'en les effrayant. Maintenant, si frayeur il y a, comme dans le cas de Samuel Paty ou des chocs, ou 2015, les différents chocs de janvier. Charlie Hebdo, le Bataclan, Charlie Hebdo, exactement. etc., on crie très très fort contre l'islamophobie, la haine des musulmans, etc., pour essayer de faire passer les choses. Pas d'amalgame, etc. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont condamner réellement
et pratiquement les djihadistes. Pire, ils vont se présenter, et nous avons malheureusement laissé rentrer beaucoup de ces frères, comme justement l'antidote au djihadisme et à la violence, en disant voilà, ce n'est pas tout à fait le bon islam, nous on va vous rééduquer les populations, confiez-les-nous, nous sommes les grands frères et nous allons les amener vers la voie pacifique. Oui, c'est tout le problème, voilà, c'est nous effectivement nous allons sortir de cela et ils enrégimentent des musulmans qui n'ont pas demandé spécialement cela. On va en parler juste après cette petite pause. Et posez vos questions en direct à Florence Bergeau-Blaclair et André Berkoff, 0826 300 300. On vous attend au standard, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Florence Bergeau-Blaclair, auteur du livre Le frérisme et ses réseaux aux éditions Odile Jacob. Un livre que je vous recommande, un livre à lire, parce que c'est un livre qui fait l'état des lieux, et qui fait l'état des lieux de façon très précise et très argumentée et documentée. Justement, Florence Bergeau-Blaclair, on a parlé des hijabeuses, vous avez parlé effectivement de la préparation, ça se fait pas en un jour, ça se prépare, etc. Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples, justement, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, d'entrisme, pour employer ce mot, qui est plutôt trotskiste qu'autre chose, mais enfin l'entrisme, c'est l'entrisme, la pénétration dans tel ou tel domaine ou institution de notre société. Alors les frères musulmans ont, à partir des années 1980, commencé à penser ce qu'ils appellent l'islamisation de la connaissance, Islamization of knowledge. Ça veut dire qu'on va penser le politique, la science, la connaissance dans le cadre de l'islam, et que tout ce qui sort du cadre de l'islam, qui n'est pas licite, sera exclu. Donc ça, c'est une première chose. Et l'idée, c'est d'arriver donc à penser tout l'ensemble des disciplines de la science ou même de la gouvernance dans ce cadre-là, et former des personnages qui vont ensuite être placés ou activés dans des milieux. Ça va être comme, par exemple, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, des personnages qui vont s'assurer que ce qui est produit est compatible avec l'islam. Donc ça peut prendre à l'université, par exemple. Oui, pardon, juste, non mais comment dans des sciences ou d'enseignement comment ils déterminent ce qui est licite et pas licite, uniquement par rapport aux écrits religieux? En fait, ils vont s'appuyer sur un certain nombre de théories wokistes ou islamo-gauchistes qui interdisent un traitement particulier. Par exemple, si vous commencez à dire que l'islam à un moment donné pose problème, eh bien parce qu'il peut déterminer un certain nombre de conclusions scientifiques, on va vous dire que non, en réalité, c'est plutôt des problèmes de socio-économique, que vous êtes raciste, d'extrême droite, etc. Donc vous allez recevoir un certain nombre de signaux qui vont vous faire taire. C'est comme ça en fait à l'université, ça s'est passé comme ça, dès les années 1980, la controverse avec Bernard Lewis, par exemple, qui est accusé d'être un orientaliste, voilà. Oui, l'orientaliste, oui. Qui est accusé d'être un orientaliste, et orientaliste, ça devient un gros mot, parce que ça n'est pas pensé du point de vue de l'acteur musulman. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Donc, c'est la controverse avec Edouard Saïd, bien sûr. Ces idées-là, en fait, vont diffuser dans l'université par l'indigénisme en particulier, par les indigènes de la République. Voilà, les indigènes de la République, par des mouvements altermondialistes, enfin tous les alters en fait qu'on va voir naître dans les années 80-90, qui vont porter en fait ces interdictions, ces nouvelles formes de censure qu'aujourd'hui on appelle wokisme. Et c'est par là, en fait, que les frères musulmans imposent une certaine façon de penser la science, ou même en particulier les recherches sur l'islam. Il est impossible aujourd'hui de faire des recherches sur l'islam sans dire je suis musulman ou je suis ami avec des musulmans, tous les musulmans m'aiment bien. Vous êtes marginalisé. Voilà. C'est ça. Oui, mais pardon, il y a quand même, vous venez de dire ça, mais le wokisme et l'islamisme, on ne peut pas dire vraiment que ce soit qu'ils soient vraiment, qui marchent ensemble dans la même direction. On a bien vu avec les LGBT comment sont traités les LGBT. Johan Power
gouvernement en parlait, mais pas seulement lui, on le sait depuis que c'est pas forcément les LGBT qui sont compatibles avec les frères musulmans, enfin avec l'enseignement et l'idéologie. Non, il n'y a pas besoin d'être compatible pour être des alliés objectifs. C'est-à-dire vous pouvez instrumentaliser l'autre comme allié, quitte à vous en débarrasser plus tard. On peut dire idiot utile. On peut le dire, oui. Moi, j'appelle ça des alliés utiles pour être poli, mais en effet, on peut dire que les woke ou les islamo-gauchistes font jouer le rôle de damnés de la terre aux musulmans, qui le jouent très volontiers parce que ça leur permet à eux de faire passer leurs idées. Aux islamistes. À eux, les islamistes. Et comme les islamistes sont très souples, beaucoup plus souples que ceux qui ont en face, et ils ont beaucoup plus de pensée, de suite dans les idées. Ils se disent que de toute façon, la gauche, ils s'en débarrasseront. C'est ce qu'ils ont fait en Iran, et partout où ils arrivent, et ils finissent par se débarrasser de leurs alliés de gauche. L'Iran était le vrai exemple. C'est vrai que le Parti communiste, tous les autres ont appuyé Khomeini, et quand Khomeini est arrivé, c'est allé très très vite. Oui, et ils ne le font pas par hypocrisie, mais c'est parce qu'on ne veut pas regarder ce qu'ils veulent. Ils ne cessent de nous dire qu'ils veulent un autre monde et que ce qui les anime, c'est la charia, c'est la loi de Dieu. Donc, ils ne cessent de nous le dire. Quand une jeune fille dit « je porte un hijab », elle dit c'est pas mon père qui m'oblige, c'est pas mon frère qui m'oblige, c'est Dieu. Donc c'est bien l'obéissance à Dieu, c'est bien la loi qu'elle respecte. Donc elle n'arrête pas de le dire, il faut l'entendre maintenant. C'est ça. Et effectivement, alors pourquoi ? Alors c'est la question, Florent Berger-Blackler, pourquoi on ne l'entend pas ? Pourquoi les princes qui nous gouvernent, les institutions qui nous gouvernent, l'élite, pas seulement les politiques, l'élite, médiatico, etc., enfin la plupart, en tout cas une bien majorité, des intellectuels, etc., est-ce que c'est au nom des damnés de la terre et c'est au nom de, attention, opprimés de tous les pays, unissez-vous, c'est quoi ? Moi, il m'a fallu pas mal d'années pour le comprendre, l'admettre. Je n'arrivais pas à imaginer qu'il puisse exister des théocrates. Des gens qui veulent vraiment s'en remettre à Dieu, qui ont donc une vision du monde qui prévoit donc ce qui va se passer dans l'au-delà. Tout est très très bien codifié. C'est difficile pour nous. On n'est plus habitués dans nos sociétés sécularisées à des comportements pareils. Bon, ça c'est une première chose pour les gens, je dirais, qui sont vraiment sincères. Après, il y a des formes de lâcheté, d'hypocrisie, d'arrogance aussi beaucoup. Je veux dire, ça m'a toujours frappé. Ne pas prendre les frères au sérieux, c'est vraiment pas une bonne idée. Ce sont des gens très intelligents qui sont très déterminés et il faut les écouter. Il faut plutôt qu'agir, parce que nous on est dans le temps politique très court, donc chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'ils arrivent pour monter une mosquée, alors on leur interdit ou alors on leur permet. C'est oui ou c'est non. On ne sait pas, on ne prend pas le temps de comprendre comment ils pensent, ce qu'ils veulent, et donc on ne prend pas le temps de savoir si on veut les accueillir ou non. Parce qu'on a quand même le choix de savoir si on veut accueillir un mouvement théocrate dans nos démocraties, ce qui serait évidemment une folie, ou si on dit non. Mais pour ça, il faut bien comprendre ce à quoi on a affaire, et c'était l'objet du livre. Oui, mais alors justement, il n'y a pas que le temps est de comprendre. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont compris, mais il y a l'électoralisme, il y a le clientélisme, il y a j'ai besoin d'un certain nombre de gens pour me faire gagner ma prochaine élection, la prochaine échéance, et il faut soit les grands frères, soit des gens qui me garantissent la paix sociale, ou en tout cas une certaine paix sociale. Oui, on le voit bien sûr avec LFI, qui est le parti coucou, comme je les appelle, du frérisme. La détestation de soi peut aller jusque-là. Oui, vous pensez ? Je pense que ça peut aller jusque-là. Mais d'où vient sans faire de psychologie facile, d'où vient cette détestation de soi ? Oui, c'est quand même important, ça. Je pense quand même que les mouvements de gauche, de gauchistes, ont quand même beaucoup appuyé sur cette culpabilité. Sur l'Occident, l'Occident coupable. Oui, cette haine de l'Occident, colonialiste. Voilà, on a peut-être 2 ou 3 générations maintenant qui ont été baignées là-dedans. Ça laisse des traces. Donc je pense que cette haine de soi est maintenant devenue une grande maladie dont il faut se soigner. Vous pensez qu'elle est intégrée, comme quand la Boétie parlait de servitude volontaire ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des mécanismes d'accusation d'extrême droite qui sont bien la preuve d'une détestation. On veut arriver
on se déteste soi, mais on n'en parle pas réellement conscience, et donc on déteste les autres et on leur attribue ce qu'on n'aime pas chez soi. C'est ça l'accusation d'extrême droite aussi. C'est un problème de la gauche. Oui. Alors, pour revenir au frérisme et justement à la stratégie frériste, parler effectivement qu'il y a presque un siècle, et vous avez cité Saïd Qutb qui a été un des grands théoriciens, puis il y a Ibn Taymiyyah, etc., etc. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Comment ils sont perçus aujourd'hui? Parce que c'est très intéressant aussi la roue, les montagnes russes dans les pays arabes, dans les pays islamiques. Parce que quelquefois ils ont été très bien accueillis et d'autres fois ça va très mal pour eux, on les persécute, même on les tue, etc. Est-ce que c'est toujours là-bas? Alors il y a l'Occident, vous venez d'en parler, et puis il y a ce Moyen-Orient et puis ailleurs. Je ne parle pas de l'Indonésie, l'Inde, etc. Comment cette stratégie, est-ce que la stratégie que vous venez d'écrire, c'est une stratégie en fonction sur l'Occident, où il y a des rapprochements ou des homothéties ou des analogies avec les stratégies dans les pays du Moyen-Orient ou d'Asie ou ailleurs? J'ai fait un débat avec Boualem Sansal il n'y a pas très longtemps, et on remarquait qu'ils se sont en fait imposés en Algérie exactement de la même manière qu'en Europe en réalité. Mais seulement en Algérie ou dans les pays musulmans, traditionnellement musulmans, ils étaient immédiatement repérés comme des Irwan, c'est-à-dire des gens un peu fous, un peu fanatiques et très dangereux. Tandis que dire frère en arabe. Oui, c'est ça. Tandis qu'en Europe, on les a pris pour des gens plutôt qui voulaient européens, qui parlaient un bon français, qui étaient très polis, qui s'étaient complètement adaptés au milieu, et qui surtout ne voulaient pas s'en prendre à l'État. C'est là-dessus aussi qu'on a été trompé, alors que en Algérie, bien sûr, immédiatement, c'est devenu le fils et une hostilité frontale. La façon de faire des fréristes, si je veux l'opposer à celle des islamistes en pays musulmans, c'est précisément de contourner le politique et de passer par la culture, l'économie, des choses auxquelles on ne sait pas résister, en fait. Cette publicité, c'est très important. Enfin, on peut revenir aux hijabeuses, c'est vraiment très photogénique. Elles font un exercice de style remarquable, et ça fascine et ça prend. Parce qu'il y a la photo, le photo-op, etc. C'est fort. Oui. Et on ne sait pas résister à ça. Ouais. Et on voit à la télévision effectivement un certain nombre de femmes et qu'elles sont, comme vous dites, en avant, etc. Elles sont mises en avant. Et c'est si puissant qu'on en oublie les images de l'Iran. Enfin, je veux dire, c'était énorme. Ces femmes qui supplient pour pouvoir emprisonner, tabasser et tuer quelquefois parce qu'elles enlèvent le voile. Voilà, et si vous interrogez une femme hijabeuse ici, elle vous dira mais moi je suis pour sa liberté de l'enlever, comme moi je suis pour ma liberté de le mettre. Mais à la fin, c'est toujours pour dire que c'est sa liberté de le mettre. Oui, c'est assez préoccupant et assez passionnant de voir ce qui se passe. D'ailleurs, ça se passe un peu partout, pas seulement en France, même si la France, avec sa loi sur la laïcité, ou en tout cas sa tradition de laïcité, encore que pour en parler pendant des heures, je crois... Morgane, nous avons... Le standard qui sonne, effectivement. Vos réactions en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. Échangez avec Florence Bergeaud-Blaclair, l'invité du Face à Face, l'auteur du livre Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. C'était aux éditions Odile Jacob. Berkoff dans tous ses états revient dans un instant. On attend vos appels. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Face à vous, André Berkoff, aujourd'hui, Florence Bergeaud-Blaclair. Et au standard, Chris nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Chris. Bonjour Chris. Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour. Merci de me donner la parole. On vous écoute Chris. Première remarque, moi je trouve dommage qu'en France on stigmatise un peu tout le monde et qu'on n'arrive pas, que ce soit quelle que soit notre idéologie, mouvement politique ou religieux, qu'on n'arrive pas, il y a toujours un souci. Moi j'aurais une question à votre invité. Allez-y.
Moi, je suis converti depuis 25 ans à peu près. J'ai eu la chance d'aller à la Mecque plusieurs fois, réaliser le pèlerinage, toutes ces choses-là. J'ai eu la chance de rencontrer des savants, des grands savants là-bas. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des extrémistes, entre guillemets, des déglingos chez les musulmans, comme il y en a partout dans toutes les religions. Ça c'est une première chose. Maintenant, la question que j'aurais à poser à votre invité, parce que c'est l'amalgame qui se fait depuis longtemps, et je pense que là-dessus, il y a une erreur de cible, en fait. Allez-y, mais... Voilà, il y a beaucoup de sectes chez les musulmans, et si votre invité a étudié un peu l'islam autrement que sur les gens qui ne sont pas dedans et qui a vraiment été dedans, elle doit connaître la secte des takfiris normalement. Des takfiris. Voilà. Oui. Voilà. Qui est complètement un antagonisme des salafis. Et ce que j'aimerais, c'est que votre invité me dise si elle connaît l'étymologie du mot salafiste, salaf, déjà, à quoi ça correspond, est-ce que ça englobe, pour justement démontrer l'amalgame qui est fait. Et deuxième question, posez la question, Chris. Après, oui. Est-ce qu'elle connaît l'étymologie, est-ce que votre invité connaît l'étymologie du mot salafiste, de l'arabe au français qui a été transformé? Et ma deuxième question, comme ça je la dis tout de suite, est-ce que votre invité a rencontré toutes les hijabeuses, j'aime pas ce mot là, franchement j'aime pas ce mot, est-ce qu'elle les a rencontrées une par une pour vraiment voir leur idéologie et voir si vraiment elles sont extrémistes, si elles obéissent à autre chose, à des gens, si tous leurs actes et paroles leur sont dictés, et si c'est pas tout simplement des jeunes filles, voilà, qui sont croyantes et qui veulent mettre leur voile et qui veulent continuer à jouer au foot, faire la symbiose des deux. Et voilà, est-ce qu'elle a vraiment vérifié vraiment s'il y a une manipulation? Non, mais c'est clair. Elle va vous répondre. Merci, monsieur, pour vos questions. Je ne sais pas si je vais répondre à toutes. En tout cas, salaf, oui, ça vient des pieux anciens. Pour moi, ça désigne deux choses. Il y a le terme salafiste, qu'on utilise dans les médias couramment, qui désigne plutôt les wahhabo-salafistes. Et puis, il y a ce que moi je considère comme salafi, c'est-à-dire qui remonte jusqu'au réformisme du début du XXe siècle, et qui sont des courants donc qui se positionnent par rapport, qui veulent revenir à l'islam des pieux anciens, du prophète et de ses compagnons. Alors bien sûr, quand je parle des frères, je parle de ce mouvement missionnaire qui veut rassembler toutes les tendances, des plus libérales aux plus takfiristes. Vous me posez la question des takfiristes, c'est des gens qui veulent rompre qui sont des gens qui veulent rompre avec le salafisme ou certaines formes de salafisme, soit parce qu'ils le trouvent trop, c'est dans l'imitation un peu, je dirais, trop bête du prophète, qui ne réfléchissent pas assez, donc ils se font traiter par certains salafistes orthopraxiques de takfiristes. Donc ça, ce sont des querelles internes justement que les frères veulent éviter, parce qu'ils détestent la fitna et qu'ils prônent le tahwid, c'est-à-dire le désordre intérieur, le chaos à l'intérieur de la communauté, parce que ce qu'ils veulent, c'est rassembler vers l'objectif. Mais ils ne veulent pas faire des synthèses, ils veulent simplement les rassembler tous. La parole là. Oui. Sur les hijabeuses, non, j'ai pas pu enquêter auprès de toutes les hijabeuses, mais j'ai fait beaucoup d'enquêtes, et vous verrez notamment dans le chapitre 9, je crois, autour des femmes, un exemple d'endoctrinement que les femmes peuvent s'exercer entre elles. Vous verrez que c'est assez large, malheureusement, et on va retrouver d'ailleurs des chiffres assez inquiétants auprès des jeunes musulmans, qui sont 65% à considérer que la loi de Dieu est plus importante que la loi de la République. Je suis à l'antenne ou pas encore? Oui, vous êtes à l'antenne, Chris, absolument. D'accord, ok. Est-ce que vous savez la différence dogmatique entre les takfiris et la différence, je dirais, primordiale entre les takfiris et les salafis? Non mais attendez, on va pas faire je comprends très bien, mais on peut pas faire l'émission uniquement sur les choses doctrinaires. Le takfiri, c'est un peu comme l'extrême droite, il faudrait pouvoir le définir.
C'est-à-dire que là, on va pas passer une demi-heure à faire takfir ou salafiste. Le problème qui est posé là, et vous avez tout fait, votre question était très bonne. Bon, après, dans le livre Florent Bergeau-Blaclair, est-ce qu'il y a effectivement une politique et une stratégie? Voilà, elle prétend et elle affirme que le frérisme, les frères musulmans, c'est une stratégie, d'ailleurs, qui est extrêmement sincère, puisqu'ils veulent effectivement rassembler autour d'un message, je dirais, messianique. Là, vous avez une illustration, grâce à Chris, de ce qu'est l'islamisation de la connaissance. C'est-à-dire, vous ne pouvez parler de l'islam et en dire quoi que ce soit que si vous êtes à l'intérieur. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, ce sont des méthodes d'intimidation qui ont cours malheureusement à l'université depuis 40 ans. Merci Chris. Alors nous avons Yves. Oui, vos appels au 0826 300 300. On le rappelle, Yves qui nous appelle d'Arcachon. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Bonjour madame, bonjour André. Simplement, madame disait qu'elle avait eu des démêlés avec l'université dès les années 80. Moi j'ai une quinzaine d'années supplémentaires. Et je me souviens que donc dans les années 60, quand j'étais collégien lycéen, c'était le plein colonialisme. Et à l'époque, je m'étonnais que on construise des mosquées en Afrique, par exemple au Sénégal, et c'était déjà avant, avec l'argent du pétrole, bien avant la guerre du Golfe ou le choc pétrolier, et alors que les chrétiens et les catholiques en particulier n'osaient pas, ils avaient honte du colonialisme et on n'osait plus militer. Et maintenant on dit que le Sénégal est un pays musulman, ce qui n'était pas vrai dans les années 60. Et aujourd'hui, l'islam est toujours militant, alors que la chrétienté et le catholicisme sont toujours honteux. Et on n'ose pas. Bon, par contre, aujourd'hui, il est toujours interdit à un musulman de changer de religion sous peine de sanctions diverses et variées suivant les pays. Merci. Alors, oui, Florent. Je n'ai pas de commentaire à faire. C'est un témoignage vraiment intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, on n'avance pas beaucoup. Effectivement, il y a une lame de fond qui est très ancienne, qui date d'au moins un siècle. Et voilà. Et je dirais que ça s'aggrave un petit peu. Justement, non, parce que nous raison, malheureusement, je le regrette pour Jean-Paul de Montpellier qui nous appelle, mais va appeler demain. C'est là où le temps nous manque. Au fond, mais ce que dit Yves, c'est que l'Occident a démissionné là-dessus. L'Occident n'a pas je sais même pas d'idéologie de rechange, n'a rien à opposer qu'une consommation effrénée. C'est quoi ? C'est difficile parce que c'est un mouvement enthousiaste. On le considère comme un mouvement de laisser pour compte ou des gens qui ne seraient pas satisfaits de nos démocraties, de l'Occident. Mais maintenant qu'ils ont, notamment les générations qui sont nées en Europe ou en Occident, ils ont la maîtrise de la technologie. Ils sont tout à fait fiers de leur modèle. Il va falloir être plus séduisant encore. Oui. Mais alors, c'est pas de mal à veille. On voit pas très bien les outils de la séduction là pour le moment. Déjà, je pense que si on arrête de se culpabiliser autour de l'islamophobie, etc., qu'on comprenne que c'est un mouvement suprémaciste, que ce n'est pas un mouvement. Oui, il n'y a pas que les suprémacistes blancs, quoi. Oui, absolument. Non, mais je veux dire, il faut rompre avec le victimisme qui démoralise tout le monde. Et quand on sera suffisamment fort, alors on pourra demander aux musulmans qui ne sont pas des frères, et ils sont très 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 nombreux, de nous rejoindre dans ce combat contre les fréristes. Merci Florence Bergeau-Blaclair. Merci à vous. Oui, Florence Bergeau-Blaclair, auteure du livre Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Merci à tous de nous avoir suivis également. Rendez-vous demain à 12h30 pour Berkoff dans tous ses états. Passez une excellente journée à l'écoute de Sud Radio. À suivre l'émission de Brigitte Lahaye.